Nous allons voir maintenant comment appliquer les notions précédemment vues de borne supérieure, borne inférieure, majorant, etc. à des fonctions réelles. Nous allons donc prendre une partie grand A de R et une fonction petit f définie sur grand A et à valeur dans grand R. Et donc pour cette fonction petit f, nous allons redonner les définitions de fonctions minorées, majorées, bornées, etc. Tout peut être fait de la manière suivante. On dira que f est majoré ou minoré ou borné ou admet un max, un min, un sup, un inf si l'ensemble f de A vérifie cette même propriété. En effet, pour l'instant, tous ces adjectifs majorés, minorés, etc., nous les avons définis pour un ensemble, et pas pour une fonction. En fait, on dira que f vérifie une certaine propriété si l'ensemble f de A vérifie cette même propriété avec les définitions déjà vues pour les ensembles. Ainsi, nous pouvons réécrire toutes ces définitions plus spécifiquement pour la fonction f sans repasser par f de A. Alors je le fais pour majorer. Ainsi donc f est majoré, sous-entendu, sur l'ensemble grand A, si et seulement si grand f de A est majoré, ce qui signifie qu'il existe un réel grand M, tel que, pour tout y dans f de A, y est inférieur ou égal à grand M. Si nous réécrivons ce que cela signifie en revenant à la définition de grand f de A, cela signifie qu'il existe un M dans grand R, tel que pour tout x dans grand A, f de x est inférieur ou égal à grand M, puisque tous les éléments de f de A s'écrivent sous la forme f de x avec x dans A. Évidemment, après, nous allons pouvoir utiliser le vocabulaire habituel, c'est-à-dire que si un tel M existe, nous allons dire que grand M majore la fonction petit f, ou que grand M est, alors comme pour les ensembles, M est un majorant de petit f, ou encore petit f est majoré par petit m. Tout cela, évidemment, par grand M, pardon. Tout cela, c'est la même chose. Je vous laisse écrire de la même manière la définition de f est minoré. Nous pouvons donner la propriété suivante. F est bornée si et seulement si, alors comme nous venons de le dire, si et seulement si elle est minorée et majorée, mais cette propriété est également équivalente à la phrase suivante. Il existe un réel grand M tel que pour tout x dans A, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à m. Alors l'intérêt de cette nouvelle écriture, c'est qu'il n'y a plus qu'une seule inégalité, et il n'y a plus qu'un seul réel grand M à introduire, et nous n'avons pas besoin d'introduire à la fois un minorant et un majorant. Alors démontrons cette équivalence, commençons par le sens le plus simple, qui est l'implication de droite à gauche, et introduisons donc un réel grand M, tel que, pour tout x dans grand A, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à grand M. Alors tout simplement, dire cela, c'est équivalent à dire que f de x est compris entre moins grand M et grand M. Donc nous avons terminé, moins grand M est bien un minorant de f, et grand M est bien un majorant de f. F est bien minoré et majoré, donc borné. Alors pour l'implication de droite à gauche, nous allons introduire alpha un minorant de grand F, et bêta un majorant. Donc cela signifie que pour tout x dans grand A, alpha est plus petit que f de x, qui est lui-même plus petit que bêta. Donc cela peut se représenter graphiquement sur la droite des réels. Donc je prends un exemple parmi d'autres possibles. Si j'ai ici 0, eh bien par exemple je peux avoir alpha ici et bêta ici. Et donc toutes les valeurs de f se trouvent dans cet intervalle entre alpha et bêta. Alors sur cet exemple, bêta a une valeur absolue strictement plus grande que alpha, et je peux placer ici le réel moins bêta, et donc f prend toutes ces valeurs entre moins bêta et bêta, ce qui va pouvoir s'exprimer avec une valeur absolue. Donc nous allons imiter ce qui s'est fait sur le dessin, nous allons poser grand M égale la plus grande des deux valeurs absolues entre celle de alpha et celle de bêta. Donc cela signifie que moins grand M est inférieur ou égal à alpha, qui lui-même est nécessairement inférieur ou égal à bêta d'après la définition de alpha et de bêta, et bêta est lui-même strictement plus petit, pas forcément strictement, mais inférieur ou égal à M. Donc nous obtenons que pour tout x dans grand A, f de x est bien compris entre moins m
et grand M. Ce qui revient à dire que la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à grand M. Alors donnons ici un avertissement, il s'agit de faire bien attention à une chose. Un majorant ou un minorant, ça marche de la même manière, mais je ne l'écris que pour un majorant. Un majorant est une constante. Ça n'est pas une quantité qui peut dépendre de la variable x, ça n'est pas une fonction. Donc regardons l'exemple suivant. Si je peux rappeler une inégalité qui est vraie, pour tout x dans R, sinus x est inférieur ou égal à x. Ça, cette inégalité est vraie. Peut-on dire, donc je vous pose la question, peut-on dire que la fonction identité sur R est minorée? Bon, et vous savez que non, puisque cette fonction identité tend vers moins l'infini en moins l'infini, donc elle n'est pas minorée. Et pourtant, nous venons d'écrire que identité de x est inférieur ou égal à sinus x, puisqu'ici x, évidemment, nous pouvons le reformuler en disant que c'est la fonction identité en x. Donc ici, il est hors de question de dire que sinus x est un minorant de la fonction identité. Ça n'est pas possible, car ici, sinus x n'est pas une constante. Donc attention à cette erreur qui est assez fréquente. Alors comme nous l'avons dit précédemment, si l'ensemble f de grand A admet un maximum, alors on dit que petit f admet également un maximum sur grand A. Alors comment noter ce maximum? Eh bien évidemment nous pouvons le noter max de f de A, comme nous l'avons vu pour des ensembles, mais ça n'est pas la notation la plus habituelle. En général, ce maximum est noté max de f, mais alors attention, il faut préciser que c'est sur l'ensemble grand A. Nous pouvons aussi le noter maximum de f de x, quand x parcourt grand A. Alors en effet, cette notation est une sorte de raccourci pour désigner le maximum de l'ensemble de f de grand A, qui est bien le maximum de l'ensemble de tous les f de x quand x parcourt grand A. Donc cette dernière notation ici, max de f de x quand x parcourt grand A, est assez logique, mais si nous ne voulons pas faire apparaître la variable petit x, eh bien la notation la plus courte, c'est bien d'utiliser max de f sur grand A. Alors bien évidemment, nous avons les mêmes notations et définitions pour un minimum, mais je ne l'écris pas ici, cela figure dans le cours. Alors pourquoi bien faire apparaître grand A sous la notation max? Parce que nous pouvons regarder cet exemple. Si nous utilisons la fonction sinus qui est définie de R dans R, eh bien le maximum de la fonction sinus sur R, c'est 1. D'accord, puisque c'est bien 1 est un majorant, et il est atteint, puisque par exemple, sinus de pi sur 2 est égal à 1. Mais, si je regarde le maximum de la fonction sinus entre moins pi sur 2 et 0, eh bien cette fois-ci, ce maximum, c'est 0. Entre moins pi sur 2 et 0, la fonction sinus est négative et atteint la valeur 0 en 0. Donc, si nous écrivons juste max de sinus, les choses sont ambiguës, il faut préciser sous l'écriture max l'ensemble sur lequel nous prenons ce maximum. Alors pour bien préciser les choses, faisons une remarque. Un max d'une fonction f, c'est le max de f de A. Donc nous pouvons dire plusieurs choses. Première remarque, il est donc unique. Nous savons que le maximum d'un ensemble est unique. Donc si petit f admet un maximum, eh bien en fait, il n'en a qu'un. Nous pourrons donc parler du maximum de f, et c'est d'ailleurs exactement pour cela que nous lui attribuons une notation comme nous l'avons vu en bas de la page de gauche. D'autre part, en tant que maximum, c'est un majorant de f. Mais dire que c'est un majorant, ce n'est que la première moitié de la définition de maximum. C'est un majorant de f, et il doit être atteint. Puisqu'en effet, dire que c'est un majorant de petit f, en revenant à la définition, c'est dire que c'est un majorant de f de A, et il appartient à f de A. Et dire qu'il appartient à f de A, c'est bien dire que c'est une image de f, donc il est atteint. On appelle cela être atteint par f. Donc, si nous considérons l'exemple de la fonction arctangente sur R, nous savons que pi sur 2 majore arctangente. Nous pouvons montrer que pi sur 2 est le plus petit des majorants de arctangente. Alors évidemment, en continuant ce cours, juste après nous allons dire que dans ce cas, pi sur 2 est ce que l'on appelle la borne supérieure de arctangente. Mais
pour tout x dans R, arctangente de x n'atteint jamais la valeur pi sur 2. Arctangente x est strictement plus petit que pi sur 2. Donc pi sur 2 n'est pas le maximum de arctangente, et d'ailleurs, arctangente n'a pas de maximum. Donc c'est le même piège qu'avec les majorants, un maximum est un majorant, et il doit faire partie de l'ensemble, ce qui pour des fonctions se traduit par le fait que la valeur de ce maximum doit être atteinte. Autre remarque, en effet le maximum est unique, mais il peut être atteint plusieurs fois. Le max peut être atteint une infinité de fois même éventuellement, mais en tout cas, il n'est pas forcément atteint une seule fois. Donc il faut faire attention à ne pas confondre deux choses, la valeur du maximum et les endroits, éventuellement donc plusieurs, les endroits où sont atteints ce maximum. Alors l'exemple typique, eh bien c'est la fonction sinus. Le maximum de la fonction sinus sur R, c'est 1, et ce maximum est atteint en pi sur 2, en 5 pi sur 2, en moins 3 pi sur 2, etc., etc. Il y a une infinité de points où le maximum est atteint. Donc le maximum c'est 1, et les points où ce maximum est atteint, par exemple pi sur 2, 5 pi sur 2, etc., ne portent pas de nom, on dit juste que ce sont des antécédents du maximum. Terminons avec quelques définitions. Tout d'abord, nous appelons un extrémum de f tout réel qui est soit un maximum, soit un minimum de f. Parfois, il est intéressant de savoir que f a un extrémum, et nous n'avons pas toujours besoin de savoir si c'est un maximum ou un minimum, d'où cette notion d'extrémum. Dernière définition, analogue à celle de max ou de min d'une fonction, si l'ensemble f de grand A admet une borne supérieure ou une borne inférieure, alors on dit que la fonction petit f admet une borne inférieure ou supérieure sur grand A, et cette borne sera notée sup de f sur grand A ou inf de f sur grand A, ou alors en utilisant la variable x, sup de f de x quand x parcourt A, ou la même chose avec l'inf. Et donc, si f a un sup, eh bien ce sup, c'est le plus petit élément de l'ensemble des majorants. Et si f a un inf, eh bien c'est le plus grand élément de l'ensemble des minorants. Et donc, bien évidemment, le théorème qui est vrai pour des ensembles se généralise pour des fonctions. C'est le théorème suivant avec lequel nous allons terminer cette vidéo. Si une fonction petit f admet un maximum sur grand A, alors elle admet un sup, et ce sup est égal au max. Évidemment, là encore, nous avons un résultat analogue avec inf et min.